Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard Boutry. Bonjour Quentin. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes ancien présentateur sur TV, France TV, sur TV5 Monde, et vous étiez au groupe TF1. Vous animez la Minute de Ricardo, et vous êtes avec nous ce matin pour votre livre « Le journaliste à abattre, de présentateur TV à paria ». Alors, vous commencez votre livre, vous décrivez votre parcours brillant de journaliste, parce que très jeune, vous êtes présentateur du JT de France 3, notamment, et tout de même, donc vous bénéficiez à ce moment-là de tous les auras d'un grand journaliste donc national. Et puis, il y a un moment où vous en avez marre, et ça c'est très intéressant, vous courez après l'information et vous avez conscience à l'époque qu'une information en élimine une autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette conscience finalement que vous êtes dans une course effrénée qui n'a plus vraiment de sens pour vous? Exactement, oui. Toute ma vie, j'ai milité pour l'information et donc c'était, comme vous dites très justement, une course contre la montre. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi de vivre ça de l'intérieur parce que chaque information était forcément obsolète quelques minutes après. En tout cas, les informations pérennes n'existaient quasiment pas ou peu. Et c'était pas le but en tant que présentateur de traiter ce type d'information. On était plutôt dans l'immédiateté de l'information. Et quand on court comme ça, de façon quasi permanente pour l'information et une sorte de Tour de France. On a écouté tout à l'heure la chanson de Guy Béard là-dessus, justement sur le Tour de France. Si vous voulez, on pédale dans le vide au bout d'un moment et c'est vrai qu'on a besoin de donner un peu de consistance à la fois à ce qu'on fait et à la fois à ce qu'on est. Et malheureusement, quand on est rattrapé comme ça par l'information en continu, je dirais c'est propre des journalistes de faire ça, sinon on ne choisit pas ce métier. Mais moi, je l'ai fait pendant tout un temps et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je voyais que l'information était obsolète au moment où je rentrais chez moi et que je travaillais sans prompteur, je me disais mais c'est pas possible quoi. Ça m'enlève un peu de moi-même chaque jour en fait. Je me dépérissais intérieurement si vous voulez. Et là, c'était extrêmement compliqué de vivre ça et je me disais c'est pas possible. Alors j'ai décidé en fait de tout plaquer du jour au lendemain. Parce que j'étais, et je le dis dans le bouquin, et je le rappelle, j'étais vraiment du niveau de Laousse et d'autres, Pascal Praud, des gens que j'ai extrêmement bien connus. Et c'est vrai que malgré tout, j'ai décidé de claquer la porte en fait à cet univers-là, à ce monde-là, que j'ai pu participer, disons, à cette vie-là pendant une quinzaine d'années, mais au bout d'un moment, j'en avais fait le tour et j'ai voulu tout plaquer pour essayer de me lancer dans des opérations peut-être plus spirituelles, avec une densité dans l'information qui était tout autre. Oui, et justement, vous en parlez, on va en parler justement de cette dimension spirituelle, mais donc vous avez conscience que vous travaillez beaucoup, vous travaillez énormément, puis vous êtes très attaché à votre vie de famille, donc il y a un moment vous vous posez aussi pour prendre un peu de temps aussi avec vos enfants, mais est-ce que vous avez conscience à ce moment-là qu'on nous abreuve d'informations, mais que finalement les vrais problèmes de fond ne sont pas vraiment abordés, c'est-à-dire qu'une information en cache une autre, mais finalement les vrais problèmes de fond, c'est-à-dire les vrais enjeux ne sont pas abordés dans les informations. Exactement, je pense qu'on nous fait prendre très souvent des vessies pour des lanternes. On traite l'information sous un petit bout de la lorgnette, si vous voulez. Et c'est vrai que l'information dans sa globalité, ce qui devrait nous intéresser, c'est-à-dire vraiment profondément les changements de société, les choix de vie, les nouvelles orientations d'ordre personnel, philosophique, spirituel, religieuse, toutes ces dimensions-là n'apparaissaient pas en fait dans l'information au quotidien. Et c'est ça qui m'intéressait moi au premier chef. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment du jour au lendemain de quitter ce monde-là. Et aujourd'hui, disons, je le regrette pas. Alors, même si je suis peu ou prou sous le feu des projecteurs là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quitté beaucoup de choses. Je me suis abandonné en fait à moi-même. Je me suis abandonné à Dieu, puisque Dieu est une dimension essentielle dans ma vie et que sans Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. On va en Parce qu'il y a eu reparler. beaucoup d'épreuves.
Il y a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie et c'est vrai que j'ai toujours été rattaché à ça. Et ma grand-mère, que je cite dans toutes mes minutes au quotidien de la Minute de Ricardo, ma grand-mère a eu un rôle essentiel dans ma vie puisqu'elle elle a réussi à me faire prendre conscience qu'en fait, qu'on était d'abord un peu de choses, ce que tout le monde sait, c'est pas une nouveauté, mais en fait que tout peut aller d'un moment à l'autre, du tout au tout, en fait, finalement. Et c'est ce que je veux retracer à travers ce livre, Le journaliste à abattre. C'est qu'on peut être sous le feu des projecteurs, on peut être vraiment gagner beaucoup d'argent, ce qui a été mon cas, et vivre dans des domaines comme j'ai moi pu vivre. J'ai pu acheter un domaine absolument magnifique à Bordeaux, à 10 minutes de la ville, 3 hectares de terrain et tout ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans mon univers, là, c'est un camping-car, je vis au milieu de nulle part. Et c'est vrai que j'ai changé de vie, j'ai changé de philosophie. Et aujourd'hui, je pense être plus heureux en m'étant dépareillé de tout, si vous voulez. Oui, c'est ça. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes en camping-car, on le rappelle, puis alors que vous avez été donc dans les plus grands appartements. Enfin, vous avez eu un domaine notamment à Bordeaux. Mais je voulais revenir sur ce monde que vous avez quitté, ce monde du journalisme. On dit qu'il est, on va dire, pour aller vite, plutôt de gauche, plutôt idéologisé. Ça, vous le sentez déjà quand vous êtes au JT de France 3, par exemple? Ouais, bah je l'ai senti à la fois au national, puisque j'ai eu la chance de présenter le Soir 3, effectivement, mais avant cela, j'étais sur des chaînes régionales de France Télévisions, parce qu'il fallait éprouver un peu cette expérience en région avant de venir au national, ce qui était la philosophie d'Henri Sagnier à l'époque qui dirigeait France Télévisions, en tout cas France 3, et il fallait des passages en région. J'ai été présentateur sur l'Île-de-France, j'ai été présentateur en Normandie, et pour répondre à votre question directement, vous savez, en Normandie, c'était le ghetto de Fabius. Fabius qui était à Rouen, maître d'œuvre sur place, qui plaçait ses hommes et tout ça. Et j'ai réussi, par le plus grand des hasards, en fait, de me frayer une place au soleil et puis, en fait, d'atterrir dans la rédaction de Rouen, qui a été une rédaction extrêmement marquée à gauche. Mais moi, en étant plus centriste, parce que j'ai jamais été de gauche, j'ai jamais été d'extrême droite non plus, j'étais plutôt centriste. Et en étant centriste, avec des idées centristes, j'ai réussi à me forger cette place dans la rédaction de Rouen, acceptée par tout le monde, par toute la rédaction. Du reste, une grande partie d'entre eux sont restés aujourd'hui mes amis, et vraiment des gens avec qui je ne partageais pas forcément la philosophie et le monde politique, mais avec qui j'étais très enclin à pouvoir discuter. Il y avait une vraie ouverture d'esprit, même si c'est vrai, ils nous dictaient un peu leurs lois, et que j'avais fait une interview notamment de Laurent Fabius, très à charge contre lui. Alors les gens étaient très très surpris parce qu'un journaliste arrive comme ça aux commandes de la rédaction du 19-20 Normandie et se permettre de poser des questions comme ça à Laurent Fabius, bille en tête. C'est vrai que ça avait surpris tout son monde, et je me souviens qu'au démaquillage, donc après l'émission, on m'a dit « Tu vas te faire taper sur les doigts, c'est pas possible, tu t'as pas vu comme tu l'as allumé et tout ça ». Et en fait, lui avait été poussé dans ses retranchements et m'avait dit assez justement, même si aujourd'hui c'est vraiment un de mes ennemis jurés par rapport à tout ce qui se passe au niveau philosophique, politique, conseil institutionnel et tout, mais il m'avait dit, pour une fois, il y a un journaliste qui m'est rentré dedans, ça m'a poussé dans mes retranchements, et c'est vrai que c'était positif. Donc à l'époque, on pouvait quand même, pour répondre à votre question, à l'époque, on pouvait quand même rentrer dans le lard des personnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus du journalisme. Aujourd'hui, c'est de la communication pure. Les journalistes sont à la solde du pouvoir, sont payés par le pouvoir. Votre invité précédemment le disait, pour le peu que j'ai pu entendre de lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus possible. On peut pas faire de journalisme. Alors quand on le fait comme moi, je le fais, et comme vous le faites, ben, on est des journalistes à abattre. Et derrière le jeu, il y a bien sûr le nous. Et justement, donc vous passez donc de ces grands groupes France TV à présentateur sur KTO, parce que vous l'avez dit, hein, vous avez une fois hérité de votre grand-mère. Alors vous en parlez dans la Minute de Ricardo, puis vous en parlez dans votre livre. C'est assez touchant. Cette fois, elle est héritée de votre grand-mère. Vous semez un peu des paroles de l'Évangile dans votre livre. Alors comment votre foi vous a accompagné? Parce que vous dites, ma foi m'a sauvé la vie. Exactement, parce que j'ai des périodes extrêmement difficiles que je relate dans mon livre, et je pense que tout le succès de livre vient de là. C'est qu'en fait, si vous voulez, je me mets littéralement à nu. Donc c'est pas évident de le faire, parce que généralement c'est plutôt on voit de
de SDF à présentateur vedette, si vous voulez. Alors que moi, c'est quasiment l'inverse. Même si je suis pas SDF, je dors pas dans la rue, mais je dors quand même dans des conditions, vous voyez, extrêmement sommaires. Mais avec une vie, on pourra revenir dessus, une vie aujourd'hui qui est exaltante, qui est envoûtante. C'est cette nouvelle vie que j'ai, que je n'aurais jamais pu connaître si j'étais pas passé par ces affres de l'existence. Mais justement, pour en revenir à Dieu, Dieu m'a accompagné vraiment toute ma vie, et la main de Marie, la foi en Dieu, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et ce matin, pour rien vous cacher, il était 6 heures du matin, je me suis réveillé parce que je me couche avec le soleil et je me lève avec. Je suis allé me baigner dans cette mer qui était étale. C'était absolument fabuleux, avec un paysage de rêve. Et c'était extraordinaire, et je priais pour remercier. Je priais pour remercier de ce que je suis devenu, figurez-vous. Et bien loin des projecteurs de la télévision, aujourd'hui j'ai une vie simple, j'ai une vie des plus rudimentaires, des plus rustiques, et pourtant je suis vraiment très très heureux. Même si parfois il me manque un peu de choses, notamment la présence de mes enfants, mais pour le reste, vraiment, je suis comblé. Comblé grâce à Dieu. Comblé grâce à Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, excusez-moi, je me permets juste de dire ça, mais dans cette société qui est laïcardisée, dans cette société où on essaye d'effacer toute trace de Dieu, alors j'ai jamais, même à l'époque où j'étais directeur de KTO, j'ai jamais essayé de faire du prosélytisme, si vous voulez. Chacun est libre de croire ou de pas croire. Il y a des gens qui sont en recherche, il y en a qui rejettent, libre à eux de le faire. Mais je trouve que vraiment, ils se privent d'une denrée rare, si je puis dire ça comme ça, en tout cas d'un trésor de vie, qui vraiment, quand on a la conscience, nous accompagne. Et j'étais avec mon fils, je finis juste par une anecdote parce que je trouve qu'elle est extrêmement troublante et prouve l'essentiel. Mon fils me disait, mais il était avec moi, il m'accompagnait là il y a 3 jours dans ses pérégrinations au quotidien, là dans ce camping-car, ces tribulations, et il me disait, mais papa, tu parles de Dieu, mais comment tu sais qu'il existe? Je lui dis, mais toi, par exemple, tu es sur le portable, les ondes, elles existent bien. Tu vois bien que l'image est relayée quelque part, et pourtant tu la vois pas. Les ondes, tu les vois pas, et pourtant elles existent. Et Dieu, c'est pareil. Dieu est dans notre cœur, et il faut se brancher sur les bonnes ondes pour la voir. Et quand vous le recevez, demandez, vous obtiendrez, dit la Bible. Vous obtenez absolument tout. Vous obtenez absolument tout parce que justement vous avez eu besoin de Dieu, comme vous l'avez dit. Vous avez eu plusieurs problèmes. À un moment, c'est un peu l'escalade. Vous avez un drame familial, votre société va mal, vous êtes sur la paille. Et puis, il y a un moment, vous vous concentrez sur la pandémie du Covid, et votre grande expérience de journaliste vous permet quand même de vous rendre compte que les différents discours, et ça c'est quelque chose qui est quand même très impressionnant dans le livre, vous dites les différents discours des présidents, des dirigeants du monde étaient le même au mot près. Alors ça, à ce moment-là, vous qui avez été évidemment donc présentateur sur France 3, vous qui connaissez un petit peu le monde évidemment médiatique, vous vous rendez compte que finalement le président devient une sorte de porte-parole d'un communiqué de presse qu'on a donné finalement à tous les dirigeants. Exactement. Et ça, c'est l'avantage du camping-car, c'est que j'ai pu manœuvrer et aller dans tous les pays au moment du Covid. Et c'est ce qui a fait notamment la rançon de mon succès sur la Minute de Ricardo. Et c'est pour ça que tant de gens m'ont vu et m'ont suivi. Ils me suivaient en fait dans ces pérégrinations à travers l'Europe, puisque avec mon camping-car, j'étais quasiment partout en Europe. Et j'ai pu me rendre compte, en fait, en regardant les télévisions, que les discours étaient quasiment les mêmes. Étaient plaqués. C'est-à-dire que je passais de la France en Allemagne ou en Espagne, c'était exactement. Vous aviez les présentateurs, vous aviez le soir, quasiment à 20h, donc les présidents ou premiers ministres, en tout cas, ce qui concerne l'Espagne, en tout cas, le chef du Parlement qui parlait, Pedro Sanchez, et les mots étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire que seuls les chiffres, forcément, d'un pays à l'autre changeaient, mais la composition du discours, si vous voulez, était quasiment la même. Et on voyait que c'était vraiment les agences McKinsey et autres qui délivraient leurs feuilles de route. Les dirigeants, en fait, ne faisaient que de les appliquer. Et les mots, les tournures de phrases, les prompteurs, puisqu'ils ne faisaient que lire sur le prompteur. Si vous voulez, ces gens-là, ils lisent leur prompteur le soir. Et en fait, tout était écrit, calculé de façon extrêmement méticuleuse, pour justement essayer de nous fourvoyer et de nous faire rentrer
dans ce couloir de la mort. J'appelle ça vraiment un couloir de la mort, ce qu'ils ont voulu faire. Et justement, est-ce que cette pandémie était mondiale ? On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Il y a eu une sorte d'incertitude pour tout le monde. Il y avait beaucoup de choses où les gens forcément avaient peur. Et on peut penser que les dirigeants aussi, à ce moment-là, avaient peur et ne savaient pas vraiment quoi faire justement. Et que finalement, il y a ce gouvernement mondial a voulu bien faire. Vous ne pensez pas qu'ils ont voulu bien faire à ce moment-là ? Alors, je pense qu'en posant cette question, vous en connaissez les réponses, mais bien entendu que c'était quelque chose qui était fomenté, qui était calculé. Du reste, dans le livre, j'explique comment tout était fait, programmé et orchestré et organisé. Du reste, ce qui me vaut aujourd'hui bien des problèmes, puisque, comme vous savez, j'ai été non seulement... j'ai choisi cette vie, bien entendu, mais cette vie, elle m'a été aussi imposée, puisqu'aujourd'hui, en France, je n'ai quasiment plus rien et je suis asociabilisé. En tout cas, je suis sorti quasiment de la société, puisque je bénéficie de rien, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une philosophie générale qui a été mise en place et pour justement imposer leurs lois et ce fameux gouvernement mondial auquel on va forcément tôt ou tard arriver. Donc, ils ont testé ça à travers cette pandémie. Ils ont testé ça à travers cette crise en Ukraine, qui vraiment n'en est pas une. En tout cas, ça fait 8 ans que ça couvait. Pourquoi ça a explosé à ce moment-là ? Je le dis dans le bouquin, il y a des raisons évidentes. Et puis aujourd'hui, ça va être l'environnement, puisque l'environnement, c'est aussi l'un des plus grands dénominateurs communs qui nous unit tous. Et aujourd'hui, ils veulent, à travers justement ce contrat social, à travers ce crédit social, nous faire passer par cette crise environnementale qui n'existe pas. Parce que croyez-moi qu'avec le camping-car, j'ai sillonné l'Europe, mais également la France, et je peux vous dire que je passe d'un pays à l'autre, il pleut partout de la même façon, la sécheresse, aujourd'hui, elle n'existe pas, et tout ça, c'est encore une fois nous prendre des vessies pour des lanternes, pour nous faire rentrer dans un moule, et on ne veut pas de ça. Et c'est pour ça que moi, ma vie aujourd'hui est basée à la fois sur l'acceptation, si vous voulez, d'une certaine forme de vie, mais également sur une lutte qui est très très forte, qui est ancrée en moi. Cette lutte, c'est une bataille, c'est la bataille de ma vie, et je vais faire ouvrir aux gens leurs yeux sur la réalité, sur la vérité qui m'est dictée par Dieu. Et Richard Boutry, justement, vous parlez beaucoup de Dieu, donc vous pensez que la vérité vous est donnée par Dieu, et dans votre livre, Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria, vous dites qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle religion, et cette religion, c'est le covidisme. Alors, c'est une religion qui relie les gens d'une manière avec d'autres slogans, par exemple, restez chez vous, sauve des vies, c'est d'autres croyances. Donc, pour vous, le covidisme, c'est une nouvelle manière de croire et qui a en partie remplacé les religions d'avant, comme le christianisme. Alors, Richard Boutry, on ne vous a plus, votre image fige, on va essayer de vous avoir bientôt. Vue de haut. Richard Boutry, vous êtes de nouveau avec nous. Oui, je suis désolé, Quentin, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Aucun problème, on rappelle que vous êtes dans un camping-car, alors ça fait partie évidemment du livre, c'est-à-dire que vous êtes de présentateur TV à Paria, voilà, vous êtes dans votre camping-car et bon, peut-être que la connexion n'est pas toujours facile. En tout cas, on parlait donc de votre parcours brillant, après un parcours évidemment où vous êtes décidé de donner plus de sens à votre travail de journaliste en devenant donc présentateur sur KTO, et puis après vous êtes rendu compte de la fumisterie de ce qu'était cette pandémie mondiale, et on parlait à l'instant de l'arrivée donc de cette nouvelle religion du covidisme qui relie les gens avec une nouvelle communication, comme par exemple ce slogan restez chez vous, sauvez des vies, qui vous a mis hors de vous. Ah ouais, littéralement hors de moi. Quand je voyais ça sur l'autoroute, je me disais mais c'est pas possible quoi. Vaccinés, tous protégés, tous vaccinés, tous protégés. Vous imaginez les campagnes de communication, l'argent qu'ils ont dépensé pour créer ce type de slogan. Mais quelle honte, mais quelle honte. Et quand je vois aujourd'hui toute la polémique qui a lieu par rapport au professeur Raoult, qui lui avait un protocole qui écoute des dizaines de centimes contre des médicaments qui valent des dizaines d'euros, si vous voulez, eh ben, on se rend compte que vraiment aujourd'hui, c'est l'argent qui dicte tout, c'est l'argent qui régit tout. Et ce monde au pouvoir aujourd'hui n'a que pour religion l'argent. Et franchement, soit vous rentrez dans ce système-là,
soit vous prenez le contre-pied. Et j'ai choisi, moi, de prendre le contre-pied. Et donc, vous allez donc dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, en tout cas, voilà. Et de temps en temps, il y a des bons intervenants comme Richard Boutry. Et donc là, vous êtes face à Laurent Alexandre. Et là, à ce moment-là, après, donc, vous êtes aussi dans les manifestations donc anti-pass, anti-masque. Et c'est drôle parce que vous dites dans votre livre notamment que vous avez été donc, pour les Dom-Tom, vous étiez le PPDA un petit peu des Dom-Tom. Et à ce moment-là, vous redécouvrez le public vraiment qui vous soutient. Ouais, j'ai cette chance absolument incroyable d'être aimé, en fait. Alors j'ai toujours eu de très bonnes audiences partout où je suis passé, ce qui a fait un peu mon succès entre guillemets. Mais là, vraiment, j'ai un contact très très particulier avec le public. Du reste, j'ai été jamais outrageusement vilipendé dans la rue. J'étais toujours encouragé. Je le suis encore du reste constamment là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une fibre particulière qui me lie avec le public. Je pense que c'est le côté naturel de ce que je suis, de ce que je représente. Je pense que c'est une certaine forme de clarté, de sincérité. Je pense que c'est une certaine forme d'honnêteté intellectuelle, une certaine forme de probité. Et je me lance, si vous voulez, dans ce combat sans aucun artifice, si vous voulez, et en me mettant vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je me mets à nu, c'est vrai, mais je retrousse les manches et je mouille la chemise. Je me bats vraiment, non pas pour moi, et les gens le sentent, parce que je vis de rien, mais je me bats pour mes enfants et pour les enfants des autres. Et je me bats pour les générations futures. J'essaie de faire ce combat qui m'est inspiré en essayant de donner une dimension supplémentaire à ma vie aujourd'hui, tout simplement. Et je trouve que c'est une raison de vivre qui est hautement justifiée. Et justement, vous découvrez ce public, un public donc qui sent bien que la politique vaccinale était un leurre, un public qu'on appelle des complotistes. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces gens qu'on nomme, que les médias nomment des complotistes, que vous découvrez à ce moment-là en réalité donc dans ces manifestations ? Vous savez, je pense que le mot complotisme, c'est un mot qui a été également créé par les agences, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas aujourd'hui fomenté et qui n'est pas dans l'ordre du wokisme est du complotisme. Et je me posais la question ce matin, justement, en priant, je me disais, mais jusqu'où on va aller ? Et peut-être qu'un jour, les cathos comme nous serons des cathos complotistes. Et on va estampiller au terme catho, famille, catho, traditionnel, le terme complotiste, parce que on n'est pas wokiste, parce qu'on n'est pas transhumaniste, parce qu'on rentre pas dans ces théories du genre complètement dingues aujourd'hui qui nous livrent en pâture. On n'est pas LGBT+. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des amis homosexuels que j'ai jamais trouvé qu'ils étaient bannis de la société, j'ai jamais senti en eux une quelconque quête de reconnaissance ou quoi que ce soit. Ils vivaient leur sexualité de leur côté et très bien, sans aucune anicroche et sans aucun problème. Je respecte moi complètement ces gens-là, mais d'aller militer aujourd'hui pour le faire comme ils le font, en essayant de transcender la société et de faire en sorte que nos enfants soient dès le plus jeune âge complètement convertis à une philosophie qui n'est même pas celle des homosexuels aujourd'hui. Je pense qu'ils ne se reconnaissent même pas là-dedans, dans ce qui se dit de façon gouvernementale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un bourrage de crâne, un lavage des cerveaux qui est absolument total et une philosophie contre laquelle il faut vraiment lutter. Parce que sinon, on va pas s'en sortir et les générations d'après non plus. Et justement, donc vous découvrez donc ce mouvement qu'on nomme complotiste, qui sont en réalité seulement des gens qui sont sceptiques sur la gestion, comment a été gérée la crise du Covid. Vous rencontrez ce peuple, et puis vous rencontrez aussi des élites parmi des gens qui s'opposent au pass à la vaccination et au pass vaccinal. Vous parlez évidemment du professeur Perron, mais je voulais revenir sur le professeur Montagnier, avec qui vous avez parlé et qui vous a dit quelque chose quand même que je trouve assez extraordinaire. Il vous a dit qu'il disait lui-même aux gens qui s'étaient vaccinés de se traiter. C'est quand même incroyable de dire ça. C'est-à-dire que pour le professeur Montagnier, le vaccin était plus dangereux que le Covid. Exactement. Et vraiment, j'ai eu cette joie immense de rencontrer des personnes incroyables dans ma vie, puisque tout l'objet de ma quête spirituelle et de mon parcours chez KTO, c'était de faire des rencontres spirituelles avec des gens qui ne croyaient ou qui ne croyaient pas, qui étaient puissants ou qui ne l'étaient pas. Voilà. Et parmi toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, effectivement, le professeur Montagnier m'a marqué. C'était un homme d'une érudition absolument incroyable, qui a été vraiment au firmament de tout ce qu'on pouvait connaître comme gloire dans son milieu,
C'était une personnalité mondiale et qui a été aussi vilipendée, comme le professeur Raoult aujourd'hui. Et je pense que c'est le lot de tous ces hommes, je pense, des hommes de foi, parce qu'ils ont foi en la vie, ils ont foi, même s'ils n'ont pas forcément foi en Dieu, mais en tout cas, ils ont foi dans une certaine forme de quête de l'existence. Et je crois que c'est le propre de ces hommes-là de connaître, à l'image du Christ, de connaître finalement la misère in fine, pour mieux renaître sous une autre forme après, et laisser un message en tout cas qui perdure à travers le temps, car ça a été ça le professeur Montagnier. Et c'est vrai que ça a été une grâce divine qui m'a été donnée que de le rencontrer. Et justement, donc votre livre, Richard Boutry, ça va être le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria, et le professeur Montagnier, le professeur Péron, le professeur Raoult, eux aussi étaient des stars à leur niveau, donc des stars en infectiologie, des stars, des professeurs stars, qui sont devenus des parias broyés par le système, alors qu'ils n'avaient rien à défendre, rien à vendre, à part finalement la vérité. Exactement. Et vous savez que, je vais vous faire une confidence, mais il y a de cela 6 jours, j'ai eu la chance de passer vraiment un repas. J'ai été invité chez lui par un professeur de médecine qui aujourd'hui est sûrement l'un des plus réputés en France. Alors, il est assez mainstream. Il est un peu il prend pas trop de risques, en tout cas au niveau politique, il se mouille absolument pas et il n'y a pas de parti pris de sa part. Et j'ai discuté longuement avec lui, il savait pas que j'avais écrit le livre, et en fait, je lui ai amené le livre, il l'a feuilleté comme ça, et puis au bout de 10-15 minutes, après l'avoir bien épluché, il m'a dit, dis-moi, tu vas pas de main morte, mais c'est quoi ce combat? C'est complètement dingue ce que tu peux dire là et tout ça. Et je lui ai dit, mais toi, j'imagine que tu partages également ce point de vue-là. Il m'a dit, écoute, dans ce que tu dis et de ce que j'ai semblé pouvoir comprendre à travers ma lecture, il y a des choses qui sont vraies. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans ce milieu de la médecine aujourd'hui en France, on ne peut pas sortir du sérail. On ne peut pas sortir de leur propre communication, sinon on est quasiment exécuté sur la place publique. Et moi, j'ai fait le choix. Toi, tu as fait un choix courageux, m'a-t-il dit. Moi, j'ai fait le choix de pouvoir œuvrer à ma façon, à ma manière, mais je ne rentre pas dans ce jeu politique. Mais j'avoue que ce que tu donnes comme élément, ce que tu livres en pâture comme élément, je l'avais entendu et je peux le concevoir. Donc, il ne cautionnait pas à 100% ce que je disais, mais en revanche, il ne s'élevait pas contre ça en disant t'es un sale complotiste, t'es dangereux pour la société, ce que tu dis c'est complètement vasouillard et complètement déconnant. Non, pas du tout. Il disait que ce qu'il semblait avoir lu lui convenait, mais malheureusement, lui-même ne pouvait pas le reprendre à son compte. Et justement, donc, on a parlé donc, de ces grandes stars, Montagnier, Péron, Raoult, qui sont devenus parias. Et dans le milieu du journaliste, finalement, il n'y a pas vraiment eu, à part vous, Richard Boutry, de personnes qui se sont offusquées ou qui se sont rebellées face à ce qu'on nous a dicté, en tout cas face à cette politique vaccinale. Comment vous expliquez à quel point aujourd'hui il y a des thèmes qui sont tabous dans les médias, on va dire plutôt idéologisés, plutôt de gauche, plutôt woke, et aujourd'hui aussi, comment vous expliquez que le Covid soit devenu autant tabou et que aucun journaliste se soit rebellé face à ce qu'on nous a dit du Covid? D'abord parce que je pense que les journalistes ne sont pas courageux. En fait, ils l'ont été, mais aujourd'hui ils ne le sont plus parce que très simplement ils savent qu'à mon image ils seront exécutés sur la place publique. Si vous voulez, ils m'ont vu partir en éclaireur. Ils voient ce que ça a donné. Et ils se disent, on n'a pas tellement envie de suivre. Malheureusement pour eux, je serais mais dans le privé, dans le privé, ils vous disent, finalement, tu avais raison. Notamment, vous parlez d'un dîner où, à un an d'écart, les gens se disent, ah bah, tu avais raison là-dessus. Là-dessus, c'est pas si bête ce que tu disais il y a un an encore. Exactement. Ce que je disais, je crois, chez Berkoff l'autre jour, mais j'étais au début du Covid, j'étais invité à dîner, il y avait une table de 10 ou 12 personnes et en partant, j'avais vraiment l'impression d'être le con du dîner, si vous voulez, le dîner de con, ou d'être vraiment le mec complètement éberlué et un an plus tard, avec quasiment les mêmes personnes, en tout cas le même profil de personnes au même dîner, j'ai été des plus crédibles, si vous voulez. Donc la pensée évolue énormément. Et quand j'entends dire aujourd'hui autour de moi, mais finalement, vous voyez, aujourd'hui, vu ce que ça donne, cette guerre que vous menez ne sert à rien,
je pense pas qu'elle ne serve à rien. Bien au contraire, elle a changé les esprits. Je suis pas la seule, bien sûr, à la mener. Je dis mais il y a tout un aéropage de gens autour de nous. Alors, il y a peu de journalistes, comme vous le dites, mais en tout cas, il y a beaucoup d'alerteurs, si vous voulez, qui ont éclairé les esprits de la même façon et de la même manière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience collective que, en fait, tout n'est pas si clair que ça. Et c'est déjà bien, parce qu'on a mis le verre dans le fruit, si vous voulez, de leur pensée unique et globale. Et justement, je voulais revenir avec vous sur l'indépendance des médias, parce que c'est quand même vraiment un sujet qui est très important. Je ne sais pas si vous avez notamment écouté l'intervention avant de Jean-Yves Le Gabou, qui parlait notamment du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, donc Geoffroy Lejeune, qui a été licencié, mis à pied par le propriétaire du journal l'Armateur franco-libanais, Iskandar Safa, justement parce que Iskandar Safa n'est pas seulement propriétaire du journal Valeurs Actuelles, il est aussi propriétaire d'autres sociétés, et il faudrait potentiellement, alors évidemment il faut vraiment parler au conditionnel, sinon on peut avoir des problèmes, mais des liens avec le pouvoir, et donc il veut faire en sorte que la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles soit moins contre le pouvoir. Donc vous pensez notamment que par rapport à cette histoire, on peut voir qu'un journal n'est jamais vraiment indépendant et dépend toujours de ses actionnaires. Exactement, et il faut voir la main qui les nourrit. Alors la main qui les nourrit, c'est effectivement des proches du pouvoir. Je pense notamment à Bolloré, et j'en parle énormément dans mon livre, et c'est la raison pour laquelle je serai jamais reçu aujourd'hui par Pascal Praud, qui est un ami. Et je serai jamais reçu de nouveau par Hanouna, pourquoi parce que je casse Bolloré. Et je pense que le directeur de Valeurs Actuelles aujourd'hui, que le groupe Bolloré constitue effectivement des médias qu'on dit parfois alternatifs, mais qui ne le sont absolument pas et qui sont complètement à la solde du pouvoir dans le cadre d'une opposition contrôlée qui est bien affirmée aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est pour essayer de faire croire en une propre contestation au sein même de l'opinion publique, pour qu'on dise en France, vous voyez, c'est pas du tout comme la Chine. Aujourd'hui en France, on a droit quand même à une parole alternative et tout ça. On se rend compte que finalement non, et que ça verrouille de toutes pièces et de toutes parts, de façon extrêmement sévère et extrêmement contrôlée. Et le service public aussi, évidemment, avec France Inter, France TV, qui aussi, eux, ont comme actionnaires directement, non pas les Français, mais le pouvoir. Non pas le Français qui les finance, mais le pouvoir. Exactement, vous avez tout dit. Effectivement, Corentin, derrière tout ça, c'est que normalement, c'est le Français qui devrait être l'actionnaire, et qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir qui met en place tout un système pour pouvoir aller à l'encontre du Français lui-même. Vous voyez ? Donc, c'est ce que je dis dans mon livre, et c'est ce que j'essaye de prouver aujourd'hui. C'est qu'en fait, tout ce système qui est mis en place aujourd'hui, c'est une sorte de pouvoir inversé, de valeurs inversées et de vérité inversée. Donc, le voleur est finalement celui qu'on accuse d'être celui qui est une loi blanche, et tout va crescendo aujourd'hui. Donc, si on met pas un terme, si on met pas finalement un frein à cette mécanique du pouvoir qui est absolument détestable, nuisible et suicidaire, je dis bien suicidaire, on va vraiment aller dans les tréfonds de la politique en France. Et justement, et donc pour lutter contre ça, il faut créer des médias alternatifs. Alors, on voit YouTube, c'est déjà difficile. Nous, en tout cas sur Ligne Droite, on est régulièrement banni, on est régulièrement invisibilisé par la chaîne, parce que on essaye donc d'être complètement libre et indépendant et de parler de tout. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut faire finalement, c'est essayer d'aller sur d'autres plateformes, essayer d'avoir des médias complètement indépendants, comme ce que vous faites vous avec la Minute de Ricardo. Exactement, moi c'est ce que j'ai tenté de faire, mais ça a été extrêmement difficile, puisque je suis invisibilisé au même titre que vous l'êtes parfois, mais moi ça a été vraiment totalement. J'étais plus sur YouTube, j'étais plus sur Instagram, j'étais plus sur Facebook, j'étais nulle part, et donc il a fallu me recréer. Donc je recréais des chaînes, si vous voulez, mais je luttais comme ça corps et âme contre cette volonté de me bannir de partout. Et donc au bout d'un moment, si vous voulez, comme j'étais visible nulle part, j'étais obligé de créer un site ultra sécurisé, protégé, avec des serveurs qui me permettent en fait d'encoder les vidéos qui disparaissent des serveurs, puis ensuite qui sont ces vidéos réinjectées et reprogrammées au moment de la diffusion, donc pour éviter qu'on tape sur les serveurs. Donc des systèmes qui me coûtent cher. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de rendre mon site payant pour financer ça, parce que je pouvais pas le faire par moi-même. Et donc l'audience a été forcément extrêmement réduite.
Et aujourd'hui, grâce à mon livre, je retrouve, et grâce à vous, entre autres, je retrouve donc cette plénitude au niveau visuel. Mais ça a été très, très dur pendant tout un temps et ça m'a obligé justement à passer par des systèmes alternatifs que je ne voulais pas. C'est-à-dire rendre mon site payant. Que je ne voulais pas, ce que je voulais ça soit offert au plus grand nombre. Alors, j'ai offert un certain nombre d'abonnements à des personnes qui ne pouvaient pas payer, mais c'est vrai que ça a été extrêmement difficile. Et votre livre, Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria, est auto-édité aussi. Ça, c'est une volonté d'être complètement indépendant? Exactement. J'avais deux possibilités en fait de pouvoir être édité, mais en fait ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. D'abord, les délais étaient beaucoup trop longs. Il me fallait entre 6 et 8 mois pour pouvoir être édité, ce qui était pour moi impossible parce qu'il fallait que je sorte ce livre à ce moment précis de mon histoire. Ça, c'était la première chose. Secondo, il faut savoir que les maisons d'édition vous pressorisent au niveau des droits d'auteur, ce qui est absolument scandaleux sur un livre qui vaut 20 €. L'auteur touche 1,80 €, ce qui n'est absolument pas possible. 1,80 € sur 20 €, le reste, c'est pour la promotion, la distribution, la livraison, la mise en page, la relecture et compagnie. Alors, dans mon livre, il y a quelques coquilles, comme vous avez pu le voir, mais en tout cas, la philosophie y est. Et puis, la troisième raison, c'est l'ISBN. L'ISBN, c'est effectivement ce qui vous permet de publier le livre. C'est ce label qui est au dos du livre que vous pourrez voir, ce barcode. Et cette ISBN, je n'ai pas pu l'avoir, moi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai dû passer par un système alternatif Amazon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Amazon, c'est un des livres les plus vendus dans sa catégorie autobiographique. Et ça, c'est vrai que ce succès me sidère littéralement, mais les gens me suivent. Et les gens me soutiennent à travers ça également, à travers l'achat de ce livre. Et donc on invite nos auditeurs donc à retrouver votre livre, notamment sur Amazon, Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria. Merci beaucoup Richard Boutry, bonne continuation. Merci infiniment Corentin et merci à votre chaîne également. Bravo.